Salut la compagnie! Bienvenue dans Cogito Ergo Sum, le podcast qui cherche à décrypter les ingrédients d'une expérience utilisateur mémorable. Moi c'est Margot, je contribue à créer des expériences utilisateurs fluides et intuitives sur des logiciels, portails web ou applis mobiles depuis 2014. À travers ce podcast, j'ai envie de m'inspirer des expériences des autres. Je suis convaincue qu'il y a plein de points communs dans la création d'expériences utilisateurs, quel que soit le domaine. La prof qui prépare son TP pour ses élèves, le restaurateur qui travaille son concept de restaurant, ou les parents enjoués qui préparent le goûter d'anniversaire de leur enfant. C'est ce qu'on va explorer dans ce podcast. Quelle est la secret sauce des porteurs de projets qui ont réussi à créer une expérience utilisateur mémorable? Cet épisode est la suite d'un échange initié dans un épisode précédent que je vous recommande d'écouter avant de débuter celui-ci. Embarquez avec nous dans la suite de cette discussion pour en apprendre plus sur ce sujet passionnant. Tout ce que tu as expliqué là donc c'est vraiment en plus en lien avec la thématique de l'innovation. Moi, je me posais la question parce que dans mon domaine, c'est-à-dire que souvent je travaille sur des logiciels avec des métiers complexes et peut-être même souvent plus des refontes que des créations. Oui. Et du coup, la notion d'innovation, elle est pas vraiment au cœur de mes problématiques. Le besoin, c'est plutôt de simplifier l'usage, Oui. faire en sorte que les parcours soient très fluides, mais on n'essaie pas forcément d'imaginer quelque chose d'hyper innovant. Et du coup, ça me fait penser à ce que tu as dit tout à l'heure à un moment, tu as parlé de résolution de problèmes, là, quand je parlais du canard. Est-ce que c'est deux choses différentes, la créativité et la résolution de problèmes? Parce que moi, j'ai l'impression que souvent, je suis plus dans la résolution de problèmes, finalement, que dans la vraie créativité. Ah oui. La résolution de problèmes. En fait, le delta, c'est sur la première composante de la créativité, c'est-à-dire la notion d'originalité, ou du caractère inattendu. Quand tu es dans de la résolution de problèmes, tu as plusieurs pistes. Soit effectivement, tu vas mettre en œuvre une solution déjà connue et déjà identifiée, une solution algorithmique ou routinière. Soit effectivement, tu vas aller chercher des nouvelles solutions. Et là, tu es toujours dans la résolution de problèmes, mais tu vas faire une résolution créative de problèmes. Donc, c'est ça la différence. Et après, je veux bien rebondir sur ce que tu disais sur les deux types d'innovation. De façon un peu plus formelle, on parle, pour simplifier, de deux grandes catégories, deux grands types d'innovation. L'innovation incrémentale, où on part d'un produit existant, d'une solution existante, d'une situation existante, et on va chercher à l'améliorer. Donc, ce que j'ai reconnu dans la manière dont tu présentais ton activité. Donc, l'améliorer, ça peut être, comme tu disais, simplifier, fluidifier, voilà, améliorer le rapport coût-bénéfice, des choses comme ça. Donc, ça, c'est l'innovation incrémentale. Et puis, il y a l'innovation radicale. Et là, je le dis avec un sourire qui est un peu plus large. C'est vrai que quand on travaille sur l'innovation, comme moi, ce qui nous fait rêver, c'est plus l'innovation radicale, c'est-à-dire changer totalement les choses. Imaginez des produits totalement nouveaux, révolutionnaires. On emploie le terme de disruptif, c'est un peu un buzzword, mais ça veut bien dire aussi ce que ça veut dire, où effectivement, on va avoir une rupture d'usage, ou une rupture technologique, une rupture de tous les codes. Et nous, c'est vrai que c'est ça qui nous passionne le plus, parce que c'est plus difficile, c'est un plus gros challenge. Et quand on réussit à faire de l'innovation radicale, finalement, c'est euphorisant. Bon. Donc, du coup, ça met en œuvre des processus très différents, des manières de penser très différentes. Et il y a une configuration cognitive différente dans l'innovation radicale. J'ai envie de dire aussi une configuration culturelle différente. Moi, j'ai beaucoup étudié ces questions-là, parce que pendant très longtemps, ça faisait partie des questions que me posaient mes partenaires industriels. Comment on fait pour stimuler l'innovation radicale? Enfin, je dis ça, c'est pas tout à fait juste, parce qu'en réalité, j'ai aussi rencontré beaucoup de partenaires industriels qui faisaient appel à moi pour développer l'innovation chez eux, mais qui voulaient se limiter à de l'innovation incrémentale, parce que finalement, l'innovation radicale, ça fait peur, parce que c'est plus risqué, d'accord? Comme on invente quelque chose de totalement nouveau, disruptif, on peut se planter. Alors que dans l'innovation incrémentale, quand il s'agit, entre guillemets, juste d'améliorer l'existant, finalement, on prend moins de risques et on a plus de possibilités de développer presque un processus scientifique de
de l'amélioration, de l'innovation incrémentale, alors que l'innovation radicale, parfois, ça va être un peu, c'est moins scientifique, c'est un peu des idées de génie, des choses qui nous tombent dessus et qu'on n'aurait pas forcément pu générer avec une méthode scientifique. Donc ça fait aussi référence à des traits culturels comme l'aversion au risque. En France, c'est intéressant de regarder en fait le profil culturel de la France où la dimension qui est la plus forte dans notre profil culturel et donc qui nous caractérise par rapport à tous nos voisins tout autour de la planète, c'est qu'on a un niveau d'aversion au risque hyper élevé. C'est-à-dire qu'en France, en fait, on a peur de prendre des risques. C'est pas banal. Et tu vois, par exemple, on a le principe de précaution qui est inscrit dans notre constitution. Enfin, c'est au-dessus des lois, c'est la constitution, c'est ce qui gouverne en fait notre manière de gérer notre pays, le principe de précaution. Et donc, quand tu veux faire de l'innovation radicale et qu'en même temps, tu as un principe constitutionnel qui s'appelle le principe de précaution, quelque part, ça te crée une dissonance, quoi. Ça te crée une injonction paradoxale ou un dilemme. Et donc ça, c'est vraiment des problématiques intéressantes. Comment tu peux finalement mener un processus d'innovation radicale dans une entreprise qui baigne dans un bassin culturel dans lequel, en fait, c'est pas du tout valorisé de prendre des risques et ça fait peur. Donc, comment tu gères ça? Bon, ça, c'est super intéressant. Donc là, on est à un niveau très élevé de challenge. Et puis après, il faut aussi apprendre à faire différemment, à pas forcément confronter les gens à leur peur, mais de dire bon, comment est-ce qu'on peut organiser ça, articuler finalement ces différentes contraintes ensemble. Oui, j'avais déjà entendu ça les différences culturelles. Je crois que je retrouve plus c'est quoi le terme, mais il y a, même dans le vocabulaire entre le français et l'américain, Ah oui, il y a, oui, c'est le take a chance. En anglais, parfois, pour prendre un risque, on dit take a chance. Donc, on utilise le terme de chance, alors qu'effectivement, chance, ça va être connoté positivement, alors qu'en France, la notion de risque, elle n'est pas connotée positivement. Enfin, oui, effectivement, on n'a pas je du pensais tout à la un autre même terme, appréhension du mais risque. je sais plus ce que c'est. Je crois que c'est par rapport à l'investissement, peut-être la notion de capital risque Ah ou et je sais plus comment c'est traduit, mais en anglais c'était beaucoup plus positif. En tout cas, ouais, il y a vraiment ça se voit à différents niveaux, oui, et y compris dans les mots qu'on utilise, quoi. absolument. Et du coup, donc, est-ce qu'on parle quand même, est-ce que c'est les mêmes mécanismes entre l'innovation incrémentale et l'innovation de rupture? En tout cas, ce qui va aider, ou même les ateliers qu'on pourrait faire, ce genre de choses. Quelles sont les différences Alors, donc, on a des processus communs dans tous les cas sur notre fonctionnement cognitif et social de l'humain. Ça, il est toujours le même. Par contre, les problématiques vont être hypertrophiées dans le cas de l'innovation radicale parce qu'on aura beaucoup plus de barrières cognitives, de barrières sociales, de barrières d'autocensure. Et donc, du coup, toutes les problématiques sont accentuées dans le cas de l'innovation radicale. J'avais envie de dire quelque chose. Ah oui, alors sinon, donc nous, on essaye d'aider les entreprises, de les accompagner dans ce processus d'innovation radicale parce qu'on aime bien le défi, hein, on a bien compris que c'était compliqué à tout point de vue, au point de vue individuel, social, au point de vue culturel, organisationnel, c'est compliqué. Et du coup, on veut se confronter à cette difficulté-là et essayer de trouver des solutions. Donc nous, pour stimuler l'innovation radicale, alors on va s'appuyer sur des cadres stratégiques d'innovation. Et ça, je veux bien faire une parenthèse là-dessus parce que ma vision et la vision de mon équipe a beaucoup évolué sur ces 20 dernières années. Moi, pour simplifier, ça fait à peu près 20 ans que je travaille sur l'innovation et c'est vrai que la manière dont je l'appréhende aujourd'hui n'est plus du tout la manière dont je l'appréhendais il y a 20 ans. Donc les grandes stratégies d'innovation radicale, t'en as trois. Tu as l'innovation poussée par la techno, donc c'est-à-dire que tu vas investir beaucoup dans les développements technologiques
Et puis après, tu vas essayer de pousser ces nouvelles technologies dans le monde socio-économique, donc dans les usages. Donc ça, c'est une stratégie qui n'est pas la mienne, forcément. Moi, je suis psychologue, donc je ne suis pas qualifiée pour soutenir une stratégie comme celle-là. Et d'autre part, je la soutiens pas non plus d'un point de vue déontologique. Mais ça, on y reviendra plus tard. Tu as une deuxième stratégie d'innovation radicale qui est d'aller conquérir des marchés. Finalement, la finalité, ça ne va pas être la technologie comme une fin en soi, ça va être la conquête des marchés, la concurrence, dépasser la concurrence, etc. Donc des notions que je qualifierais de plus de capitalistes. Et donc ça, c'est pareil, finalement, c'est pas mon créneau à moi. J'ai des confrères qui font ça beaucoup mieux que moi. Moi, je suis pas qualifiée du tout pour aider les entreprises de ce point de vue-là. Moi, ce que je prétends apporter aux entreprises, c'est un autre type d'innovation radicale. C'est l'innovation qui serait portée ou tournée vers les besoins humains. Puisque moi, je suis une spécialiste de l'humain à la base, mais toujours aujourd'hui, je me reconnais toujours dans mes missions de psychologue. Donc, ce qui m'intéresse, moi, c'est d'identifier finalement le développement, le sens du développement de l'humanité et d'essayer d'anticiper quels vont être les besoins, les usages futurs, et du coup d'orienter, autant que faire se peut, les entreprises vers la réponse, l'anticipation de la réponse à ces besoins futurs. Et donc ça repose sur une connaissance de l'humain, une connaissance aussi des théories et des modèles de développement des sociétés humaines. Et donc ça, c'est ce qu'on utilise dans mon équipe pour structurer notre approche de l'innovation radicale. Et donc, c'est ça qu'on essaye. Donc, on conçoit finalement des méthodes pour aider les entreprises à se projeter vers ce type de développement de leurs produits sur la base, donc, du coup, d'un cadre théorique et d'un cadre déontologique qui est tourné vers l'humain. Et donc, qui ne va mettre en priorité ni l'aspect techno, ni l'aspect business. Ok. Voilà. Tu peux nous en citer une de ces méthodes ? Oui, alors donc la méthode, encore une fois, la méthode, c'est que la partie émergée de l'iceberg. Ce qui est intéressant, c'est aussi les théories qu'il y a sous la méthode. Donc les méthodes, en fait, on appelle ça globalement les méthodes need seeker, donc rechercher les besoins. Et effectivement, il y a différentes manières de rechercher les besoins futurs. Soit on peut créer les besoins futurs. C'est la posture d'ailleurs de beaucoup de grands innovateurs de l'humanité. Eux, ils ont envisagé leur contribution au monde comme le fait de créer des nouveaux besoins, en fait, d'inventer le futur. Il y a plein de citations de grands innovateurs qui vont dans ce sens-là. Moi, je ne soutiens plus non plus cette vision-là de créer le besoin. Pourquoi ? Parce que, comme je te disais tout à l'heure sur la notion de court terme, long terme, aujourd'hui, je me positionne vraiment comme j'ai envie finalement de pousser mes partenaires, mes collègues, mes étudiants à raisonner à long terme. Et en fait, la notion de créer des nouveaux besoins, souvent, ça va être des choses de court terme. Donc moi, je préfère finalement m'appuyer sur des modèles théoriques, finalement de dire c'est quoi l'étape future du développement de l'humain, et on va aller chercher du coup des théories, par exemple la théorie de l'autodétermination, c'est un de mes cadres théoriques favoris, et de se dire finalement, voilà, on essaye d'analyser aujourd'hui le fonctionnement de l'humain dans la société actuelle, dans des situations de travail, des situations de vie personnelle, de loisirs, etc. De l'analyser sous l'angle de la motivation, des facteurs motivationnels et de la théorie de l'autodétermination, et de se dire, bon ben voilà, finalement, l'humain d'aujourd'hui, l'humain au travail d'aujourd'hui, dans telle entreprise, dans tel métier, voilà le degré d'autodétermination dont il dispose. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour augmenter ce degré d'autodétermination ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour augmenter la satisfaction de son besoin de compétence, de son besoin d'autonomie, de son besoin d'affiliation ? Et donc ça me donne des pistes pour projeter en fait la situation actuelle vers un degré supérieur d'autodétermination de l'humain, et du coup vers des solutions en face en termes de produits,
de services, de technologies, que sais-je, qui pourraient en fait soutenir ce besoin d'autodétermination. Et ça, c'est très éclairant par rapport aux problématiques technologiques actuelles. Moi, je travaille beaucoup, du fait de mon environnement en école d'ingénieur, je travaille beaucoup sur les questions d'industrie 4.0, 5.0, les questions par exemple de robotisation des processus industriels, et de se dire, bon, si on prend le robot juste dans sa composante technologique, c'est intéressant. Juste dans sa composante d'interaction avec l'humain, c'est intéressant aussi, hein, de faire de la collaboration humain-robot, etc. Mais maintenant, si on se projette dans l'autodétermination humaine, comment est-ce que euh, comment va évoluer finalement le niveau d'autodétermination de l'humain avec le robot? Est-ce que le robot vient interférer avec l'autodétermination, c'est-à-dire vient prendre du pouvoir d'agir, du pouvoir de décider, est-ce qu'il vient finalement diminuer le sens du travail par rapport à la situation sans robot? Et si oui, c'est-à-dire si on est dans une situation qui n'est pas tout à fait souhaitable dans notre prisme d'interprétation, comment est-ce qu'on peut inverser la tendance? Comment est-ce qu'on peut faire que le robot, puisqu'il y a un genre de fatalité, comment est-ce qu'on peut faire que ce robot du futur, en fait, il soutienne l'autodétermination humaine? Comment est-ce qu'il peut accroître, par exemple, le sens du travail? Et là, ça repose plein de questions différemment. Et finalement, quand on raisonne comme ça, on aboutit à des solutions totalement différentes du process, où on se focalise sur la technologie, ou bien on se focalise sur l'interaction, la collaboration avec le robot, ou on se focalise sur la distribution des activités entre l'humain et le robot. Tout ça, c'est bien, mais ça ne nous remet pas dans une perspective de développement de l'autodétermination et de l'humanité. Enfin, je ne sais pas, c'est peut-être un peu abstrait, mais en tout cas, c'est comme ça qu'on essaye de raisonner. Ouais, bah ça résonne pas mal justement avec mes réflexions en cours. C'est un sujet qui me préoccupe pas mal depuis quelques mois, voire un peu plus, sur l'impact de mon travail. Ce que je fais quand je participe au développement d'une nouvelle solution, Oui. Quel impact ça a, et notamment quel impact social, parce qu'il y a d'une part effectivement l'impact sur l'entreprise. Je travaille pour des clients, l'entreprise si elle fait appel à moi, c'est qu'elle a besoin je sais pas, capter des nouveaux utilisateurs ou améliorer l'efficacité des collaborateurs ou ce genre de choses. Donc ça, c'est des mesures qui sont intéressantes, qui justifient a posteriori le fait qu'on m'ait payé pour ce travail-là. Mais je trouve ça beaucoup plus satisfaisant, en tout cas d'un point de vue personnel, de me dire qu'il y a eu un impact sur le stress au travail des personnes qui font la même tâche mais qui le font différemment, parce que maintenant c'est plus simple, c'est plus rapide, etc. Il y a moins de stress. Ou alors, là, dans un projet récent, donc j'ai fait passer un petit questionnaire après, 1 an après avoir mis en place la nouvelle solution. Et donc j'ai demandé quel est l'impact sur notamment du coup le niveau de stress, mais aussi sur l'équilibre vie perso, vie pro. Et c'était une tâche, je leur ai demandé aussi aux personnes qui faisaient cette tâche, avant, à quel moment vous la faisiez? Et il y en a quand même un certain pourcentage qui faisait ça sur cette tâche sur leur temps perso, soir, week-end, parce qu'en fait, ils n'avaient pas le temps de le faire pendant l'intervention. C'était quelque chose à destination de techniciens qui font des interventions de maintenance. Ils n'avaient pas le temps pendant l'intervention. Et maintenant, c'est tellement simple qu'ils le font pendant l'intervention, et donc ils le font plus sur leur temps perso. Et ça, moi, c'est un énorme kiff pour moi de me dire, ces gens, le week-end, ils peuvent le passer à ce qu'ils ont envie. Ils sont pas Oui, obligés tout à fait. de remplir leurs documents pour le boulot pour qu'ils soient prêts lundi matin, quoi. Oui. Et donc toi, oui, tu m'avais dit que tu travailles aussi sur justement ces questions de déontologie. Oui. T'as cité ce mot plusieurs fois. Oui. Concrètement, c'est quoi les recherches que tu mènes sur cette thématique-là? C'est Oui. purement appliqué, ou il y a aussi un peu des recherches théoriques, des choses Alors là, en l'occurrence, ça va être surtout appliqué. OK. Effectivement, je reviens sur ce à quoi j'ai fait référence, là, l'évolution de mon positionnement vis-à-vis de l'innovation. Mmh mh. Hem, En fait, le mouvement dominant encore aujourd'hui sur l'innovation, en fait, c'est de considérer que l'innovation est un moteur de la croissance. Donc moi, j'allais dire épousé, le terme il est un peu fort, mais j'avais adopté
cette vision-là. Quand j'ai commencé à travailler sur l'innovation il y a 20 ans, ça faisait quasiment partie pour moi de la définition de l'innovation, c'était effectivement favoriser la croissance. Comme si la croissance était une fin en soi, d'accord? La croissance économique, la croissance démographique, la croissance en termes de tout, hein, de part de marché, de machin, de... Et donc moi, je me posais pas de questions à l'époque. Effectivement, je considérais que je contribuais à la croissance en voyant ça de façon positive. Et puis, chemin faisant, j'ai quand même pris un peu de recul par rapport à ces questions-là. Puis le monde a changé aussi quand même depuis 20 ans. Et donc aujourd'hui, on se dit, je ne suis pas la seule, hein, bien sûr, hein, il y a beaucoup de mouvements en ce sens, de dire finalement, pourquoi on ne va pas innover pour innover? C'est absurde. Innover pour la croissance, ça ne nous va pas non plus, parce qu'en fait, on ne comprend pas le sens de cette évolution. On voit bien qu'en fait, là, on flirte tout le temps avec les limites planétaires. Donc, croissance, enfin, continuer à une croissance infinie dans un monde fini, ça ne marche pas. Et donc, on se dit, il faut arrêter ce dogme de la croissance comme une fin en soi. Donc, aujourd'hui, on sait, en fait, quand on est sollicité sur des projets d'innovation, on se pose toujours la question de dire, OK, c'est quoi le pourquoi? C'est quoi le sens de l'innovation dans ce cas-là? Est-ce que l'objectif, c'est la croissance, c'est la finance? À quel terme? Qu'est-ce qu'on apporte? Qu'est-ce qu'on apporte au monde à court terme et qu'est-ce qu'on apporte ou qu'est-ce qu'on enlève au monde à long terme si on s'embarque dans ce projet-là? Et donc aujourd'hui, on se pose systématiquement cette question du sens de l'innovation. Ça fait même partie aujourd'hui de la manière dont finalement je positionne les recherches de mon équipe, hein. C'est ce que je déclare en disant, voilà, des équipes de recherche qui travaillent sur l'innovation, vous allez en trouver des dizaines ou des centaines même peut-être en France, je ne sais pas. Par contre, des gens qui travaillent sur le sens de l'innovation, il n'y en a pas tant que ça. Donc finalement, j'utilise cet argument-là pour distinguer ce qu'on fait, pour dire que ce qu'on fait, c'est différenciant et voilà ce qu'on peut apporter. On n'est peut-être pas les meilleurs pour développer les processus d'innovation dans une entreprise, développer je sais pas quoi, des méthodes, des process, tout ça, développer des technologies, des nouveaux procédés. Voilà, on n'est pas les meilleurs. Mais par contre, si le questionnement de l'entreprise, c'est pourquoi je fais ça et quel est le sens de l'innovation et quel type d'innovation j'ai envie de soutenir, là, par contre, on a des billes. On a des billes, on a de l'expérience et on a des partenaires qui commencent à nous faire confiance sur ces sujets-là. Donc, se poser la question du sens de l'innovation, ça nous amène effectivement à prendre du recul aussi sur nos partenaires, sur telle entreprise, c'est quoi leur finalité, c'est quoi leur raison d'être. Est-ce qu'on peut inscrire le processus d'innovation dans une raison d'être qui aurait un impact positif sur le monde? Impact positif sur le monde, ça peut être sur l'humain, sur l'écosystème ou sur d'autres sphères. Hein, le monde, c'est vaste et donc ça peut se décliner de plein de manières différentes. Mais du coup, on se pose la question de la raison d'être au-delà de la notion de profit. En fait, ce qu'on essaye d'éviter à tout prix, c'est l'innovation pour le profit. Nous, on s'inscrit plus dans des projets comme ça. Admettons qu'il y a des questions de profit. Dans tous les cas, il y a toujours des questions de profit qui arrivent à un moment ou à un autre. Mais en fait, nous, ce qu'on refuse, c'est de dire, finalement, on va développer l'innovation pour augmenter le profit. Non. Soit il y a une autre raison qu'on va juger intéressante, dans laquelle on va avoir envie de s'inscrire. Soit s'il n'y a pas d'autre raison, c'est pas pour nous. Voilà, il y a peut-être d'autres gens qui seront plus performants que nous pour vous accompagner là-dedans. Et alors ça, c'est difficile. C'est très difficile, ces questions déontologiques, parce que finalement, ça nous amène à juger. Et moi, en tant que psy, en tant qu'ergonome, mais j'ai même envie de dire en tant qu'humain, que citoyenne, j'ai appris à ne pas juger. En fait, j'ai été élevée pour ne pas juger. Quand on est psy, on n'est pas là pour juger. Quand on est ergonome,
on a un besoin exprimé par l'utilisateur, on n'est pas là pour juger ce besoin. On dit: «Ah ben non, mais il a ce besoin, donc on va dans ce sens». Et en fait, nous, là, ce qu'on essaye de faire, c'est difficile à soutenir comme position, mais finalement, on introduit du jugement. Ouais. Et des fois, on se dit: «Bah oui, OK, c'est un besoin exprimé par l'utilisateur, mais est-ce que ce besoin, il faut le satisfaire?» Si c'est un besoin, court terme, si c'est un besoin, un peu excessif, si c'est un besoin, qui va amener à trop consommer, si c'est un besoin qui va jamais être satisfait, c'est-à-dire qu'on va se partir dans des spirales de consommation ou d'addiction, j'ai envie de sortir des mots un peu durs, bah, en fait, on va peut-être pas répondre à ce besoin. On va peut-être décider de pas répondre à ce besoin. Et donc là, avec mon équipe, c'est des dilemmes qu'on a, souvent. Ça nous amène à nous questionner et parce que cette position de jugement, en fait, elle est pas facile à tenir. Elle est pas facile à tenir face aux partenaires, face aux utilisateurs, face à nos collègues, face à nos étudiants. Mais en fait, on a quand même envie d'y aller. On a quand même envie de dire: «Non, mais parfois, en fait, faut pas aller par là». Ouais, Parce en que fait, ça a trop d'impact. Ça a des impacts négatifs qui vont finalement, réduire l'intérêt de répondre aux besoins de l'utilisateur. tu sais, ça me fait penser à, bah, c'est moi, je donne aussi un peu de formation et c'est tou on je j'ai le même discours de, bah, il faut prendre en compte les besoins des utilisateurs, évidemment, c'est le cœur du métier et en même temps, des fois, tu as des différentes cibles et des fois, les besoins entrent en concurrence Oui, et il faut, du coup, arbitrer oui, et là, ça me fait penser, finalement, à un arbitrage entre, les besoins de l'utilisateur et les besoins de la planète, peut-être c'est exactement ça. et Et du du coup, coup, c'est peut-être difficile parce que que vu comme ça, oui, c'est plus facile à assumer de dire: «Bah, on va mettre les besoins de la oui, planète, en priorité». oui. Et encore une fois, alors là, on arbitre entre l'utilisateur et la planète. Et en fait, ce qui est intéressant, je vais me répéter par rapport à tout à l'heure, mais ça fait du lien aussi. Ce qui est intéressant, c'est d'arbitrer entre le besoin court terme et le besoin long terme. C'est-à-dire que des fois, le besoin court terme, ça va être d'être, oui, super confortable, machin, d'aller vite à son travail, d'aller vite sur l'autoroute pour être vite en week-end. Donc ça, c'est le besoin court terme. Mais effectivement, le besoin long terme, ça va changer tout quand il va s'agir finalement de faire de mesurer l'impact de la satisfaction de ces besoins court terme, de mesurer leur impact à long terme sur soi, sur l'écosystème, sur l'humain, sur la planète, sur tout ça. Et donc, c'est aussi raisonner, encore une fois, à long terme et ne pas se limiter au court terme. Mais du coup, ça nous amène effectivement de temps en temps à remettre en question le besoin tel qu'il est exprimé Mmh et mh. de dire euh, on ne recommande pas de satisfaire ce besoin. Ouais, ouais, c'est intéressant et tu sais, tu parlais tout à l'heure de la création de besoins, de fait de créer des Oui, besoins, ce concept auquel tu adhères pas et moi, ça m'a toujours gênée aussi cette formulation, mmh, je crée le besoin. Bah, non, oui, non, non, moi, en tant qu'ergonome, j'écoute le besoin, j'observe le besoin, je comprends le besoin, mais je vais pas le créer et et là, je me dis: «Est-ce qu'on pourrait pas finalement créer des non-besoins?» Tu vois? ah bah oui, Trouver des mécanismes d'innovation permettant de, bah, de ne pas avoir ce besoin-là, d'aller très, très vite, sur l'autoroute, par exemple, tu vois? ouais, Peut-être que, si le chemin pour y aller en vacances était plus agréable, il ferait partie des vacances et du coup, on n'aurait pas besoin d'aller très, très vite sur ce chemin de vacances. Enfin, oui, oui, tout à fait. Ah, en je fait, réfléchis à haute voix. oui, mais et là, on touche aussi la notion de valeur qui est très intéressante et qu'on a aussi intégrée dans nos recherches hein, sur l'innovation, c'est-à-dire finalement dans quelles valeurs s'inscrivent tel ou tel produit, telle ou telle solution, tel ou tel service. Et effectivement, le fait d'aller vite, de se déplacer de façon enfin, comment dire, en étant son propre décideur, hein, de je vais où je veux, quand je suis libre. Bon, bah, dans quel type de valeur ça s'inscrit? Quelles sont les valeurs alternatives? Et quelles seraient les solutions dans d'autres référentiels de valeurs? Et ça, c'est super intéressant aussi. J'ai envie de citer un truc
par rapport aux valeurs, on dit de façon un peu rapide que en fait le monde, les sociétés humaines, elles vont vers de plus en plus d'individualisme. Il y a des données qui confortent cette notion-là. Et on a des cadres théoriques qui sont, pour certains, très individualistes. Là, j'ai envie de faire aussi mon examen de conscience, parce que j'ai cité tout à l'heure la théorie de l'autodétermination, qui est une théorie extrêmement individualiste, centrée sur le développement de l'individu. Voilà. Comme si l'individu était le seul paramètre intéressant. Et donc, ça a ses limites aussi, évidemment, d'imaginer. Donc, en fait, on constate que le monde va vers de plus en plus d'individualisme. On utilise, et moi la première, des cadres théoriques qui favorisent une pensée individualiste. Ok. Et si on inverse la balance? Et si on considère finalement d'autres types de situations? Et là, je vais donner un exemple. La théorie de l'autodétermination que je cite, c'est une théorie américaine, un peu comme toute la science, elle est quand même pas mal dominée par la pensée américaine. Et donc la culture américaine, elle se distingue par son niveau d'individualisme inédit autour de la planète, 91 sur 100 sur l'échelle d'individualisme. Donc ça, c'est le pays le plus individualiste au monde. Ok, très bien. Nous, en France, déjà, on n'a pas un niveau aussi élevé d'individualisme, donc c'est bien de mettre un peu de l'eau dans le vin de ce genre de théorie en disant que si on veut appliquer ces théories en France, peut-être qu'en fait, il faut passer par un petit delta culturel et donc considérer le fait que nous, on n'est pas aussi individualiste, donc on peut réviser d'une certaine manière ce genre de théorie. Et en plus de ça, en France, toujours, dans des milieux spécifiques, et là je fais référence à la SNCF, parce que j'ai terminé en 2023 un long projet avec la SNCF, on travaillait dans les technicentres, on était en France, mais on était dans un milieu professionnel particulier qui, lui, se distingue justement par du collectivisme. Quand tu bosses dans ces métiers là de la maintenance ferroviaire, dans un technicentre, en fait, le sens du travail est notamment alimenté par le côté collectif et collectiviste et le sentiment d'affiliation, etc. Et donc, du coup, de considérer tout ça, de se dire, attention, notre cadre théorique de référence, il est très individualiste. Attention, on est en France, on est moins individualiste que ça. Attention, on est dans un technicentre, on est encore moins individualiste. Donc, on s'est du coup penché sur cette variable en disant, bon, ok, mais si on pousse maintenant l'extrême inverse du collectivisme, finalement, qu'est-ce que ça nous dit de la situation de travail? Qu'est-ce que ça nous suggère comme nouveau type, comme nouvelle solution pour développer différemment finalement les process de travail dans un technicentre, etc. Et donc ça a été très fructueux d'un point de vue créatif, justement, parce que ça nous a poussé à voir les choses différemment, d'une part, et d'autre part, c'est aussi extrêmement satisfaisant intellectuellement de se dire j'ai réussi à dépasser finalement un peu l'idée reçue que de toute façon le monde est individualiste, point barre. Mais non, en fait, on peut imaginer des choses différentes avec une pensée, une philosophie sous-jacente qui est différente, et il s'avère que les solutions qu'on a développées avec ce cadre, avec cette vision un peu plus collectiviste, en fait, elles ont été super bien adoptées sur le terrain. Donc tout ça, c'est très sympa à mener comme recherche. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer la suite de cette discussion. Restez à l'écoute, car dans la suite, nous allons plonger encore plus profondément dans notre sujet. Pour continuer à échanger, questionner et explorer les thématiques autour de l'expérience utilisateur, retrouvez-moi également sur TikTok, vous trouverez le lien en description. C'était Margot dans Cogito Ergo Sum, et je vous retrouve très bientôt pour la suite de notre échange.